suis très heureuse de vous retrouver pour ces échappées belles aux saveurs italiennes. Alors nous sommes plus précisément en Italie du Nord, en Ligurie, et je vais vous faire découvrir le petit village de Monterosso qui est un des charmants villages des Cinque Terre, le point de départ de cette nouvelle aventure. Et pour l'heure, j'ai rendez-vous ici à Monterosso, juste là avec Beppe qui est un pêcheur très connu ici. C'est un tour d'Italie exceptionnel que je vous propose aujourd'hui, une invitation à la douceur de vivre à l'italienne, la Dolce Vita. Entre la Ligurie et la Toscane, en passant par Modène et Florence, je vais goûter à tous les plaisirs de ces régions et me laisser surprendre par la beauté des lieux. Waouh! Ah, j'en reviens pas, dis donc. Tu peux regarder, Sophie. Au menu de cette escapade gourmande, du jambon, du fromage, du vinaigre et surtout de la passion, quelques pleurs et beaucoup de sourires. L'Italie qu'on aime qui nous fait vibrer. C'est pas un gros mot, hein, c'est le cul, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Et je vous ferai vivre un moment historique à Florence, le calcio storico où des gladiateurs des temps modernes s'affrontent pour la gloire de leur quartier. Buongiorno. Je vais vous prendre ça. Limoncello. Si. Liqueur de citron dans du chocolat fondant. Excellent. Parfait. Dites-moi, je cherche Beppe le pêcheur. On m'a dit qu'il habitait ici. Quand tu sors à droite, à côté de la mer. Eh ben c'est parfait. Parfait. Je suis juste à côté. Je vais vous prendre ça. Dites-moi, ils sont jolis vos tatouages. Il m'a semblé que j'ai mon prénom tatoué sur votre bras. Sofia. Si, comme moi. Sophie. Si. Parfait. Parfait. Ce sont les plus belles. Oh, c'est gentil. Più bella. Poi qualcosa da fare, provo ad immaginare la finestra da cui vedi già la distesa del mare. Sarà perché mi hai cercato nel momento Buongiorno. sbagliato. Bonjour Beppe. Enfin, je te rencontre. Ben voilà, bien arrivé. J'ai un cadeau pour toi. Merci beaucoup. C'est un cadeau. Ah ben, les photos de pêcheurs, L'histoire de forcément. pêche, oui. Ouais, famille de pêcheurs. Oui, mon papa pêcheur, oui. De la part de ma grand-mère, des pêcheurs, oui. Piovono granate sulle teste arrugginite, ad uno ridente. Piovono veloci come i chiodi sulle croci. Ciao. Ciao, ciao. Sopra i camion dei rifiuti. Passe devant les juges. Les juges? Ouais. Pourquoi tu les appelles comme ça? Faut être délicat. Parce qu'elles sont là pour ça, donc pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on se promène. C'est intéressant, c'est le Elles vont village. passer du monde, hein? Mais ça, c'est le village, hein, c'est joli. On comprend bien depuis ce point de vue que Monterosso, comme les autres villages des Cinque Terre, plonge littéralement dans la mer. Oui, je dirais davantage les autres, encore plus que le nôtre. Tu vois, Vernazza, le premier, on dirait qu'il a vraiment trempé dans l'eau. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, on comprend aussi très bien pourquoi Monterosso a tout le temps été le village des pêcheurs, sans rien ôter aux autres, qui étaient toujours très habiles sur la mer, mais qui ne pouvaient pas faire ce métier-là, parce qu'il manquait de deux choses principales. La plage, indispensable pour faire sécher les filets, et une protection naturelle qui nous vient de la Punta Mesque, puisque le mauvais temps vient tout le temps du sud-ouest. Ce petit village de pêcheurs qui était calme et paisible il y a quelques années, j'ai l'impression qu'il a beaucoup changé, hein, puisqu'il y a plusieurs classements. Mais d'abord, l'UNESCO, c'est du patrimoine de l'humanité depuis une vingtaine d'années. Puis après, il y a eu le parc national. Enfin, il y a eu le monde qui a regardé ces villages avec des yeux différents. Mais on peut encore trouver des endroits un peu comme ils étaient avant. Il faut seulement aller les chercher un peu.
nom de Cinque Terre désigne un ensemble de 5 petits villages tout à fait exceptionnels. Des confettis multicolores qui flottent sur le bleu turquoise de la Méditerranée. Suspendus en bord de falaise ou nichés au creux des criques, les Cinque Terre attirent toute l'année une foule de touristes qui vient jouer des coudes dans les ruelles ou s'alignent des boutiques de souvenirs. Mais il existe aussi de vrais habitants, fermement accrochés à leur village et qui bataillent dur pour en préserver la beauté. L'entrée se trouve juste là. À commencer par le frère Renato, qui gravit chaque jour les marches conduisant au monastère de Monterosso. Un ancien couvent des frères capucins qui a bien failli être transformé en hôtel de luxe. Mais c'était sans compter sur le frère Renato, qui a tout fait pour que soit conservée la vocation spirituelle des lieux. Ce lieu représente ce qu'il y a de plus beau dans les Cinque Terre. Et pour le bâtir, il a fallu tout transporter jusqu'ici à Dodome. Ce monument possède une valeur inestimable à mes yeux, car sa construction a exigé un grand sacrifice. Si le couvent devait fermer, Monterosso perdrait quelque chose d'important. Alors tant que je pourrai, je resterai ici, même si les murs devaient s'écrouler. Car la Ligurie est une région qui est belle, mais c'est aussi une région hostile. Renato est le dernier prêtre de Monterosso. À lui seul, il doit entretenir le couvent face au climat capricieux de la côte ligurienne. Car ici, toutes les habitations sont exposées à de violentes entrées maritimes qui dégradent les façades et grignotent les falaises. Contre vents et marées, les Cinque Terre survivent grâce à la mobilisation de quelques habitants passionnés. Manarola n'y fait pas exception. C'est le plus ancien village et c'est aussi le plus enclavé. Une centaine d'habitants résident ici à l'année, comme Lucio, qui ne pourrait pas vivre ailleurs. Je suis né et j'ai toujours vécu à Manarola. Ce village est très beau et très accueillant. J'y suis très attaché, car j'ai encore de nombreux souvenirs d'enfance dans ce village. J'allais jouer dans les petites rues, sur les places. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces touristes qui envahissent les rues. Lucio a choisi de rester au village pour exercer le même métier que ses parents, celui de viticulteur. Sur les hauteurs de Manarola, ces vignobles en terrasse ont été construits par les premiers habitants au XIIe siècle. Des pionniers, dont les ancêtres de Lucio faisaient peut-être partie. Ce qu'on peut voir ici, c'est ce que j'appelle une viticulture héroïque. On dirait que le temps s'est arrêté, car personne ne travaille avec des machines. Il faut encore tout faire à la main. Le petit train sur lequel je suis, c'est la seule innovation technique qui nous est permise. On s'en sert pour transporter le raisin pendant les vendanges. Regardez ces feuilles, elles ont été trouées par la grêle. Et les grappes aussi, elles sont bien abîmées. Ce millésime est plutôt mal parti. Ici, c'est un territoire entièrement façonné par l'homme. Tout autour de Manarola, ce ne sont que montagnes et collines abruptes. C'est une nature hostile. Mais l'homme a réussi à transformer ce territoire au cours des siècles. Il a construit ses terrasses en apportant de la terre et en construisant tous ses murs, pierre après pierre.
Avec peu de moyens, mais avec une volonté farouche, les habitants des Cinque Terre ont juré de maintenir intact leur petit coin de paradis. L'itinerario è in corso di calcolo. Continuate ogni diritto durante 150 km. Attenzione al giro. Siete arrivati a Emilia-Romagna. Buongiorno, je cherche Massimo. Oui, Massimo est allé voir les cochons. D'accord, donc je prends par là. Oui, c'est de ce côté. Merci beaucoup. Ciao Massimo, comment vas-tu? Bienvenue. Ça va? Tu surveilles tes cochons? Oui, je viens tous les matins faire un petit tour pour voir comment ils vont. Ils font un peu partie de notre vie, de la famille. C'est vrai. Je suis venue parce que dans la région de Parme, on fait le jambon de Parme, mais pas seulement, hein, on fait le culatello. Et ça, je veux que tu me racontes ce que c'est exactement. Il y a tellement à dire sur le culatello. Le cochon noir de Parme, c'est une race très ancienne dans notre région. Et ce qui est très important, c'est d'avoir des cochons bien grands et bien gras, avec de beaux cuisseaux bien gros. Et sur les cuisseaux, on prend la meilleure partie de la viande, la plus délicate. Qui est où exactement alors? Au fond, juste derrière. Là, donc forcément, ça vient de là le nom culatello? Comme, c'est pas un gros mot, hein, c'est le cul, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Part de cou. C'est ça. Ceux-là, ils ont quel âge? Ceux-là ont presque 2 ans. Ils pèsent déjà 180-200 kilos. Donc c'est bientôt la fin? Eh oui. Regarde comme ils sont forts et toniques. Ils sont pas agressifs, hein? Là, on arrive chez toi, c'est très joli, hein? Oui, c'est le vieux château du village. Il a été construit en 1320 par le marquis Pallavicino. C'est ici qu'étaient réunis tous les bons produits. Le culatello, le parmesan, le vin. Ensuite, ils étaient acheminés par le fleuve Pô pour être vendus à Milan, Venise et même en Suisse, jusqu'à Locarno. Alors, il est temps de passer en cuisine, Massimo. Oui, je vais te montrer comment on fait un bon culatello. Eh bien, le voilà, le produit fini. C'est ça, hein? Celui-ci a perdu la moitié de son poids. Waouh. On commence par un bon massage avec du vin, de l'ail, du sel et du poivre. Et chaque jour, on le reprend et on le masse à nouveau. Le sel pénètre doucement au cœur de la viande. Tu le fais bien. Et petit à petit, toute la viande doit s'imprégner de ce sel, car c'est l'unique conservateur que l'on utilise. Maintenant, c'est l'étape la plus difficile, car c'est la plus artisanale. Ma famille fait ce geste depuis 200 ou 300 ans. C'est la vessie, trempée dans du vinaigre pour son effet désinfectant naturel. Et hop, tu lui mets une grosse chaussette en fait. Hein? Oui, en quelque sorte. Et voilà, il est dedans. Combien de temps il va vieillir pour devenir comme ça? Au moins 2 ans. Je fais des trous parce que quand je vais le ficeler, il faut que l'air puisse sortir. Tiens, essaye de le faire. Ça, je peux le faire. J'ai l'impression d'être à l'école avec une élève. Alors tu me dis, hein, ça va comme ça? Ouais, c'est bien. Il faut juste ne pas avoir peur de lui faire mal. Ah, ils sont beaux ces gestes. Ok. Comme ça. Et voilà. Regarde comme il est parfait. Tu veux voir le poids? Il est lourd. Punaise. Ah ouais. Maintenant, je voudrais te montrer notre trésor. Un trésor incroyable.
Après toi. Pardon. Grazie. Je suis très impressionnée. Hein. Mais il y en a combien là de Colatello dans cette cave? Ah, il y en a 6000. Ah oui. Ah mais là aussi. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe de Culatelli. Notre grand secret, c'est la neige. En fait, elle se glisse dans nos caves en hiver et elle crée un type de moisissure noble qui donne ce goût si spécifique à la viande. C'est vraiment le secret de ce château. Alors j'imagine que les amateurs de Culatelli sont nombreux. Tu as des clients célèbres? Gérard Depardieu est un grand fan. Quand il est venu dans la région pour le tournage du film 1900, il a découvert le Culatello et depuis 40 ans, il ne peut plus s'en passer. Je profitais de l'ombre de ta tonnelle. Bon, alors maintenant avec ceci, il faut que tu ailles au bord du fleuve pour apprécier le Culatello. Il n'y a qu'en regardant le fleuve que l'on comprend les choses. Il est caché là, le Culatello. Bon, je le goûterai tout à l'heure alors. Merci beaucoup. Hein. Tiens, et tu m'en donneras des nouvelles. D'accord, je te tiens au courant. Merci, mais je suis sûre que c'est excellent. Ciao. Au revoir, Sophie. Buongiorno. Posso? Je peux m'asseoir avec vous? Oui? Ça vous gêne pas? Giuliano. Oreste. Io Franco. Sophie m'a enchanté. Bonjour, monsieur. Oh, merci de m'accepter parmi vous. Je vais faire une pause pique-nique. Regardez, j'ai un copain. Cos'è quello lì? Le Culatello des Ibello. Ah, Culatello. Regardez. Alors, verdict. Alors, il est bon. Il est bon, il est bon. Excellent, hein? Très très bon. Ouais. Vous vous retrouvez souvent là ici entre copains? Oui, on mange, on boit et on joue aux cartes. Eh, c'est la belle vie, la Dolce Vita, hein? Voilà les retraités. Tu as devant toi les retraités du pot. Eh ben, elle est belle la retraite, hein? Allez, montrez-moi à quoi vous jouez. Celle-là, elle vaut 4 points. Et ça, c'est bien ça. Questa vale 10 punti. Celle-là, c'est 10 points. Vado lì, dai. Ah, vous êtes une bande de joyeux, hein? Excellent. En Italie, la région d'Émilie-Romagne est considérée comme un véritable gisement gastronomique. Et sur le podium des produits locaux trône le Parmigiano Reggiano, c'est le parmesan authentique. Un fromage unique au monde, dont le goût inimitable prend racine sur les contreforts des montagnes de l'Apennin, dans ses pâturages d'un vert éclatant. Ici, nous sommes dans une région montagneuse, ce qui est idéal pour la fabrication du parmesan. Car à cette altitude, l'air y est pur. Et la terre produit une herbe de très bonne qualité. Pour obtenir un vrai parmesan, c'est toute la chaîne de fabrication qui doit obéir à des règles extrêmement strictes. À commencer par la production du lait. Seules certaines races de vaches laitières sont autorisées. Et elles se nourrissent d'amour et d'herbes fraîches. C'est une alimentation qui est bien équilibrée. Les bêtes sont en bonne santé et elles produisent un lait particulier. L'herbe fraîche va donner au fromage un goût supérieur et une couleur d'un jaune paille. Marco possède une centaine de vaches qui produisent chaque jour 1500 litres de lait exclusivement dédiés à la fabrication du parmesan. Chaque jour, le lait est apporté jusqu'au petit village d'à côté, dans cette fromagerie artisanale où l'on fait du parmesan depuis 70 ans. Le lait frais, issu de la traite du matin, est alors mélangé au lait de la veille qui a reposé toute la nuit.
C'est ce mélange qui constitue la base du parmesan, selon une recette qui fut codifiée par les moines bénédictins au XIIe siècle. Et c'est Lorenzo, le maître fromager, qui doit garantir le bon respect de cette recette. Là, j'observe le lait en train de cailler. Ça me permet d'ajuster la température de cuisson. D'après ce que je vois, dans une demi-heure, on pourra extraire le caillé. Il faut avoir la passion pour faire ce métier, car cela te prend beaucoup de temps. Si ça ne te plaît pas, tu ne peux pas le faire toute ta vie. Car c'est un vrai sacrifice pour celui qui le fait, mais aussi pour son entourage. Les épouses ne sont jamais très contentes que leur mari fasse ce genre de travail. Le fromage caillé ainsi obtenu est alors placé dans un moule pour lui faire prendre les rondeurs caractéristiques du parmesan. Ensuite vient l'heure du bain. Les meules doivent tremper pendant 23 jours dans de l'eau salée pour assécher le fromage et lui donner du goût. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la fromagerie qui va recevoir une visite un peu spéciale. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno Casaro. Tutto bene? Tout va bien? Oui, on espère. Allez, on va voir les fromages. Andiamo. Renato est un expert missionné par le tout-puissant consortium du parmesan. La salle d'affinage est le saint des saints de la fromagerie, où sont stockés plus de 5000 meules. Et c'est ici que Renato va se livrer à un étrange rituel. Je suis en train d'évaluer si cette meule présente des défauts, comme par exemple des fissures ou des petits trous. Avec mon marteau, je peux détecter si la meule est homogène ou pas. Il ne faut pas que ça sonne creux, ni que le son diffère d'un endroit à l'autre. Parfois, pour évaluer les parfums et les arômes, j'utilise aussi une aiguille. Cette meule est exceptionnelle. Une fois homologuée, chaque meule est ensuite marquée au fer rouge. C'est seulement après 2 ou 3 ans d'affinage que le parmesan va pouvoir exhaler son parfum unique. Sur la place du village, Lorenzo a organisé une dégustation pour partager avec ses voisins le fruit de son travail. Viens Marco, viens goûter. Cette meule est superbe. S'il y avait des trous à l'intérieur, je ne serais pas si content. Quand tu ouvres une meule que tu as fabriquée 2 ans plus tôt, et que tout le monde trouve ça excellent, c'est une vraie satisfaction pour tous ceux qui ont participé à sa fabrication. Le parmesan se vend à prix d'or dans les grands restaurants. Mais ici, il reste un fromage convivial qu'on partage en toute simplicité.
Ciao Sophie. Ça va? Bene, grazie. On a le beau temps ici à Modène. Quel temps merveilleux. Je suis très heureuse d'être en Émilie-Romagne et j'ai pas choisi Modène par hasard. Parce que Modène, c'est une ville très célèbre pour son vinaigre, mais pas seulement. Modène est célèbre pour beaucoup de choses. Ici, nous aimons beaucoup les voitures de course. Et puis, nous avons tellement de monuments magnifiques qui sont tant de choses à admirer un peu partout dans la ville. Et c'est aussi la ville de Luciano Pavarotti. Et tu sais, tout le monde chante ici à Modène. Ah, toi aussi? Non. Oh, comment ça, non? Non. Quel dommage. Non, seulement sous la douche. Et ton truc alors à toi? Bon, c'est moins la chanson, mais c'est plutôt le vinaigre. Oui, et d'ailleurs, ce serait un plaisir pour moi de te faire découvrir ma vinaigrerie et de te faire goûter notre production. Giù, ti sei messo un po' più giù, con questa donna e i suoi guai, adesso sei rimasto male. Une chose caractéristique, ce sont ces arcades. Tu peux traverser toute la ville et même quand il pleut, tu es toujours protégé. Il ne pleut jamais en Italie. Ici, c'est le dôme de Modène, avec la tour de Ghirlandina. Elle est magnifique cette tour. Tu as vu comme c'est beau, ce blanc? Superbe. Cette tour est vraiment haute, elle fait 99 mètres. Et elle est visible de toute la région de Modène. C'est le symbole de la ville. Autre symbole, c'est cette grande rue là. C'est la Via Amelia, qui a été construite à l'époque romaine. Elle ne traverse pas seulement la ville de Modène, mais toute l'Émilie-Romagne. Regarde, si on continue à marcher, on va passer par Bologne et on finira par arriver à Rimini. Maintenant, on va prendre la voiture et on va aller à la vinaigrerie. Bon, c'est pas une Ferrari, mais c'est pas mal non plus. Hein. Sympa, Radio Italia. Oui, c'est de la musique italienne. In quasi tutte le lingue del mondo. Cago in poco meno di un secondo. Francesco De Gregori. Grazie Francesco. Et Modène et le vinaigre balsamique, c'est vraiment une vieille histoire. Les Romains nous ont enseigné la cuisson du mou de raisin, eux qui ne connaissaient même pas le sucre. Ils nous ont pourtant donné les clés pour élaborer le produit que nous connaissons aujourd'hui, le vinaigre balsamique. Bienvenue dans les caves du Christ. Merci. Je vais te montrer ce qui est le plus important pour nous, les vignes. Et la particularité de ces pieds de vigne, c'est qu'ils sont très hauts. Hein. Oui, les vignes dans cette zone sont particulièrement hautes, ce qui est pratique pour nous parce que la récolte est plus facile. C'est plus facile pour la vendange, ça c'est sûr. Ciao Gilberto. Ciao Daniele. Je te présente Sophie. Voilà, enchantée. Enchantée aussi. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce raisin? En fait, c'est le même raisin que l'on utilise pour le vin. C'est le seul ingrédient de notre vinaigre balsamique traditionnel. On cultive la vigne avec un maximum d'attention. On n'utilise aucun pesticide et uniquement des désherbants et des fertilisants naturels. Et vous êtes de la même famille tous les deux? Non, nous sommes deux familles qui travaillons ensemble depuis 4 générations. Gilberto et sa sœur Erika, et moi qui suis la dernière génération à vivre de ce travail. Viens, maintenant on t'emmène au paradis. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ici, nous sommes à l'étage le plus haut de la vinaigrerie. Et c'est ici que l'on conserve les fûts de la grand-mère. Ah, très bien. On va prélever un échantillon de notre baril le plus précieux. Mon papa en a hérité de sa grand-mère. Il date de 1849. Oh, c'est incroyable. Il est d'une qualité incroyable. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est incroyable. Incroyable que c'est gardé une odeur comme ça. C'est vraiment le parfum du balsamique. Vraiment.
C'est un petit trésor et une grande histoire de nos familles, de notre travail et de notre terre. Donc une petite bouteille comme ça de vinaigre balsamique, ça coûte combien à peu près? Ça peut vite dépasser les 100 €. Bon, écoute, on va refermer ce tonneau avec ce nectar si précieux. Puisque tu aimes les belles choses, je t'ai préparé une surprise. Ça, c'est de la jolie bagnole, hein. Tu as vu ces belles voitures? Ouais. Maserati, Ferrari, Alfa Romeo. Superbe. Fai attenzione qua. Ouais. Faut faire attention où on met les pieds ici, hein. Buongiorno Franco. Je te présente Sophie. Voici Franco. Il travaille vraiment comme un chef. J'adore ça. Ah non, mais quand je suis arrivée ici, je me suis dit, mais il est incroyable ce garage. Ici, on fait de la restauration de voitures anciennes. Tout est fait manuellement. Sur le bois, on martèle l'aluminium. Naturellement, on est devenus des artistes sans le savoir, car ce sont toutes des voitures de collection. Et on a même quelques modèles uniques. C'est presque une œuvre d'art, là, ce qu'on a devant nous. Oui, moi je pense vraiment que c'est une œuvre d'art. Regarde ces lignes et ces formes incroyables. Regarde, on a envie de la caresser. C'est ça le vrai charme des Italiennes. Bon, monsieur, je vais récupérer ma petite voiture classique. Je vais reprendre la route. Mais avant qu'elle parte, tu devrais lui faire essayer une voiture. Avant de partir. Ça, je peux le faire. Je sais que tu dois reprendre la route, mais je vais t'emmener faire un petit tour. Grand plaisir. Bon, alors du coup, toi, je t'embrasse. Grazie mille. Merci pour tout. Merci pour tout. Et je reste alors avec vous pour un petit tour. Et voilà, c'est parti. Il y en a sous le capot, comme on dit. L'émotion est toujours très grande. Le bruit du moteur est excitant. Il faut quand même faire attention, mais c'est tellement fantastique. C'est émotionnant. T'as le cœur qui bat un peu. Je peux t'emmener à la mer si tu veux. Ah, je vais avoir du mal à retrouver ma petite voiture, moi, après. On a tendance à l'ignorer, mais Modène n'est pas seulement célèbre pour son vinaigre et ses belles voitures. Elle est également connue comme la ville d'origine des vignettes Panini, car c'est ici que furent créés les fameux autocollants qui font fureur dans les cours de récréation. Je fais la collection des vignettes Panini. C'est les joueurs de Champions League de cette saison. Voici l'un des très nombreux albums. Il y en a toujours une vingtaine en vente et parfois plus. Il y en a pour tous les goûts. Mais ce sont les joueurs de foot qui marchent le mieux. Les frères Panini, ils ont commencé leur production dans un garage. Et ils ont fini par conquérir le monde entier. Panini est une entreprise familiale originaire de Modène. Et c'est encore ici qu'est assuré l'essentiel de la production. Dans cette usine, on fabrique plusieurs milliards d'autocollants chaque année avant de les expédier dans 120 pays différents. À l'origine de ce succès, l'idée géniale de 4 frères. De modestes marchands de journaux qui décident un jour de tout miser sur la fabrication de vignettes de footballeurs. Dans le musée de la ville est encore conservée leur toute première tentative. Voici le premier album Panini qui a été publié. Il est consacré au championnat de foot italien de 1961 à 1962. Et voici la première vignette. C'était le capitaine de l'Inter Milan, Bruno Bolchi. Plus tard, la marque va élargir son rayon en adaptant ses albums au grand succès du moment dans l'univers de la musique et des dessins animés.
Aujourd'hui, ce sont les enfants des fondateurs qui ont pris la relève. Comme Giovanni, qui n'avait que 10 ans quand son nom de famille est devenu célèbre. Giuseppe, Franco, Benito et mio papà Umberto. Ils ont simplement voulu faire un essai, en s'inspirant des vignettes que fabriquaient d'autres éditeurs de manière artisanale dans les années 60. Ils ont développé ce concept, mais de façon industrielle, et ils ont inondé le marché local de Modène. La grande idée, c'est qu'ils ont transformé les anciennes vignettes un peu sélectes en un jouet populaire et accessible à tous, avec lequel tous les enfants pouvaient s'amuser. En 1989, coup de théâtre. Les frères Panini revendent l'entreprise et se retrouvent multimillionnaires du jour au lendemain. Commence alors une nouvelle aventure pour le père de Giovanni. Il choisit de réinvestir sa fortune dans cette ferme et devient producteur de parmesan, comme un retour aux origines paysannes de la famille. Dans notre étable, nous élevons des vaches laitières, des frisonnes et des cimentales. Elles produisent 24 litres de lait chaque jour. Mon père a acheté cette ferme par passion et il l'a développée en suivant ses propres envies. Il voulait créer une ferme unique en son genre. Et ce fut l'une des premières exploitations entièrement biologiques. On a été les premiers à l'époque. Umberto Panini s'est également offert une petite folie, en rachetant toute une collection de voitures historiques de la marque Maserati. Un clin d'œil à ses jeunes années, lorsqu'il travaillait comme simple mécano pour cette célèbre marque automobile. À l'origine, ma famille était pauvre. Mon père nous racontait souvent qu'il avait souffert profondément de la misère. Mais il disait aussi que la pauvreté, tu peux la retourner. Et cela peut devenir une vraie force pour entreprendre. Le fabuleux destin des Panini est emblématique de ces entrepreneurs italiens d'après-guerre, partis de rien, mais capables de conquérir le monde. Radio Italia, solo musica italiana. Ciao. Che non ha rispetto per niente, il ricordo che ho di te è il mio virus latente. Qui si vince, si perde, io mi aggrappo a una lacrima che non bagna mai, scende sul mio viso come pioggia, come pioggia. Je me tiens à la corde pour monter jusqu'à vous. Bonjour Matteo. Bonjour, enchantée. Comment ça va? Ça va très très bien. En tout cas, vraiment cette tour m'intrigue, les tours de Bologne m'intriguent et en plus on peut dormir dans la tour que tu occupes. Alors ça, vraiment, faut que tu me montres les chambres de la tour. Hein. Bienvenue dans ma chambre d'hôte. On va commencer par prendre l'escalier qui date du XVIe siècle, qui nous amène dans la seule chambre de la tour. C'est top. Tu as vu, il y a vraiment une ambiance particulière ici. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais c'est génial comme idée d'avoir fait une chambre d'hôte dans une tour comme ça. Toi, t'as vécu ici déjà? Oui, j'ai vécu ici pendant 7 ans. C'est parfait pour être isolé du reste du monde tout en étant au centre de la ville. Et là, il y a encore combien d'étages au-dessus? 8 étages encore. 8? Donc en tout, ça fait 12, c'est ça? Ah oui, on a encore un petit bout de chemin à faire, hein, c'est ça, d'accord. Bien, on entre dans la prison. Une prison?
Ça a été une prison ici. C'était une prison du clergé gérée sur le territoire de l'archevêque, ce qui n'allait pas à l'encontre de la morale religieuse de l'époque. Et tu as réussi à savoir quels étaient les prisonniers qui étaient ici? Tu as eu quelques noms ou pas? Il y a même eu un Français. Ah bon? C'est pas vrai, comment il s'appelait le pauvre? François Vial. Ah ouais, 1778. Et c'est lui qui avait écrit là. Quelle misérable condition pour celui qui viendra ici. C'est un tombeau pour les vivants où l'on y implore le salut. C'est triste, non? C'est sûr, c'est sûr. Et dans quelles conditions, toi, tu as fait l'acquisition de cette tour? Ça n'a pas dû être facile, non? Mon papa l'avait achetée et me l'avait offerte pour mes 18 ans. Quel cadeau! Ah ouais, quel cadeau, c'est incroyable! Regarde. Oh mais quelle vue! Mais c'est la plus belle vue sur Bologne, là! Je pense bien que oui. Waouh! Ah, j'en reviens pas, dis donc. Oh, pourquoi il y a autant de tours à Bologne? D'un point de vue politique, c'est principalement pour illustrer les richesses patrimoniales de la famille. Mais c'est également une protection pour la famille qui pouvait ainsi se défendre et attaquer les familles ennemies au sein de la ville. Parce que la ville était divisée en deux parties rivales, celle du pape et celle de l'empereur. Et quand on est au sommet de cette tour, on comprend pourquoi on surnomme Bologne la Rouge. C'est à cause de l'argile, et toute la ville est rouge. Mais c'était rouge, mais aussi pour les convictions politiques, non? Oui, ça a toujours été une ville de gauche. Ouais, c'est la gauche, c'est aussi la politique. Ouais. Je suis émerveillée, franchement, d'être ici. Matteo, c'est un endroit absolument exceptionnel. Mais c'est également un grand honneur que tu sois ici, avec moi. Alors, je vais m'intéresser alors à Bologne-la-Grasse. On va dire la gourmande, on va dire. On va l'appeler comme ça, hein, la gourmande. Merci, Matteo. Ciao! C'est Matteo qui m'a dit que je te trouverais ici dans ce joli marché couvert d'Ellerbe. Je viens prendre un peu le frais parce que dehors il fait très chaud. Il fait très chaud aujourd'hui. Il y a des très beaux produits sur ce marché. Oui, Barbara, est-ce que je peux te demander une faveur? Je veux faire des tortellini avec Sophie. Tu me donnes un peu de persil frais, s'il te plaît? Merci, Barbara. Salut, bonne journée. Ciao. Je te présente Mariana, ma nièce. Wow. Qu'est-ce que c'est beau chez toi. Ça te plaît? Ah ouais, quelle vue incroyable. On a une vue de Bologne avec toutes ces collines, c'est vraiment particulier. Attends, je t'aide. C'est bon, tu es prête. Alors, commence par mettre la farine comme ça. Et avec les doigts, essaye de former un puits relativement grand. Traditionnellement, ce sont les femmes qui font les pâtes à la maison? Traditionnellement, oui. Dans nos familles, c'est le rôle des grands-mères. Mais dans ma famille, c'est mon père. D'accord. T'entends, j'ai le chef à qui... Non, attends, c'est moi qui dis. Hé, toi, tu te tais, ne commence pas. Moi, je fais comme votre fille. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière nous, là? Il prépare le ragoût. Qu'est-ce que tu veux, papa? Maintenant, elles font ci, maintenant, elles font ça. Qu'est-ce qu'il est grincheux. Il n'est jamais content de rien. Oh, tu arrêtes maintenant. Allez, ciao, ciao. Retourne à ton ragoût, s'il te plaît. Ok, brava. Molto bene. Maintenant, il faut masser doucement la pâte. Mariana, prends-le avec toi. Emmène-le loin. Le pauvre. Fais-moi voir. C'est bon, il y a assez de farine. Alors, verdict.
Un peu plus de farine. Non, arrête. Tu ne dois pas la toucher. Non, mais vous avez le coup de main, vous. Va bene. Alors Sophie, prends un peu de farine et mets-la sur la planche. On roule, on roule, on roule. Ricotta, persil, parmesan et noix de muscade. Regarde, avec les 2 doigts. Et voilà! Molto bene. Quand elles remontent, c'est qu'elles sont quasiment cuites. N'oublie pas, en Italie, on cuit les pâtes al dente. Donc, le beurre, la sauge au fond du plat. Et à la fin, et seulement à la fin, le parmesan. Alors, verdict. C'est appétissant. Hein. Tu sens le parfum? Ah ouais, ça sent très très bon. Lesquelles sont les tiennes et lesquelles sont les siennes? Alors, les petites, ce sont les miennes. Et les plus belles, ce sont les miennes. Un peu de vin rouge local? Papa, tu veux un peu de vin? Allez. Pas trop, sinon ça fait mal. C'est bon, hein? Délicieux. Tu peux me refaire ça quand tu veux, j'ai du temps libre. Ah, ça c'est très gentil, merci beaucoup. Dans notre famille, ça a toujours été la tradition de manger des pâtes fraîches le dimanche. La famille est toujours au cœur de tout, hein, ici en Italie. Absolument. Et bientôt, c'est ton fils qui recevra à sa table. C'est bien, ça c'est une vraie transmission en tout cas. Hein. À votre santé. À la salute. À la salute. À la salute. Au Moyen-Âge, la ville de Bologne rayonnait sur l'Europe tout entière dans le domaine du savoir. Car c'est ici que fut créée la toute première université au monde, au XIe siècle, attirant les plus grands savants de l'époque, notamment en droit et en médecine. L'université siégeait dans de somptueux édifices, comme ce palais où trônent encore des blasons des anciens étudiants. On y trouvait même un théâtre anatomique unique en son genre, où les étudiants pouvaient assister aux dissections de cadavres. Le cadavre était allongé sur cette table en marbre. Et les chirurgiens se tenaient à l'intérieur de cette enceinte. Ils disséquaient le corps selon les instructions du professeur qui se tenait sur sa chaire. Ensuite, les différents morceaux du corps humain étaient présentés aux étudiants assis tout autour. Pour l'Italie de cette époque-là, c'était tout à fait révolutionnaire, car la papauté interdisait formellement de disséquer les cadavres. Il n'y avait que de rares endroits où cela était toléré, comme ici au théâtre anatomique de l'Archilignasio. Au Moyen-Âge, le rayonnement de Bologne attirait déjà les élèves venus de toute l'Europe. Et aujourd'hui encore, la ville est réputée pour la qualité de l'enseignement. Et des étudiants du monde entier viennent suivre ici une partie de leur cursus grâce à des programmes d'échange comme Erasmus. Résultat, les rues de la cité historique sont envahies par une joyeuse foule d'environ 100 000 étudiants. Certains d'entre eux ont même traversé toute la planète pour étudier ici. C'est le cas de cette jeune chinoise qui achève sa 2e année d'études à la sauce bolognaise. Le premier jour où je suis arrivée à Bologne, j'ai eu l'impression de revenir d'un seul coup à l'époque de la Renaissance, en me promenant parmi tous ces bâtiments historiques. Ça a vraiment été une surprise pour moi. Pour elle, qui s'intéresse à l'histoire de l'art européen, la ville est comme un musée à ciel ouvert. Même le bâtiment de son université est situé dans un ancien monastère orné de fresques du XVIe siècle. Un décor médiéval pour accueillir la jeunesse du monde entier.
L'université de Bologne n'est pas concentrée sur un seul campus, mais les cours sont répartis dans plusieurs endroits splendides à travers la ville. Alors où qu'on aille, on est sûr de rencontrer des étudiants du monde entier. Alors c'est une ville géniale pour étudier, mais aussi pour y vivre. L'atmosphère romantique de Bologne a également opéré sur la jeune chinoise. Elle a rapidement rencontré l'amour en la personne de Stefano. Un Italien pur jus qui l'a aidé à s'intégrer dans sa ville d'adoption. Elle est venue suivre un cours dans ma fac et je l'ai recroisée plusieurs fois. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui parler. On a commencé à sortir ensemble et depuis, tout se passe très bien. Bologne bénéficie d'un joyeux dynamisme, car la présence des étudiants a transformé la ville et donné un bon coup de jeune au vieux centre historique. Le soir, c'est ici un lieu de rendez-vous idéal pour l'apéritif. Bonsoir, je vais prendre un spritz. Et moi aussi. Quand on prend l'apéro à Bologne, on a le droit de se servir à manger. Là, il y a du jambon, des beignets, des olives. Et tout ça est gratuit, alors c'est parfait pour nous les étudiants. Ici, les gens sont tous très sympathiques. Tout le monde m'a beaucoup aidé. Et maintenant, ma vie est ici. C'est un peu la Dolce Vita. Comme à l'époque médiévale, ce sont les étudiants étrangers qui entretiennent la réputation de Bologne dans le monde entier. Je te surveille. Hein. Ah, bravo! Arrête ou je te lance la patte à la figure. Non. Comment non? Oui, oui. Ciao! Ciao! Je suis Sophie. Piacere. Piacere. Diego. Salut Diego, je suis ravie de te rencontrer. J'ai réservé une chambre chez toi. Je sais. Tu sais, tu l'as. Tu as ma chambre. On s'est bien entendu. Exact. Est-ce que tu veux un petit café? Avec grand plaisir. Un café serré alors? Ok, ristretto. Allez, ristretto. Bon, pas de problème. À l'hôtel Paris, je savais qu'on allait parler français. Oui. Je vois là, Tour Eiffel, Jardin du Luxembourg. Oui, mais là, c'est pratiquement la France. C'est ça. Il est bon chaud. Exactement. Tiens. Et cette côte adriatique, là, alors avec Rimini, elle est très fréquentée et très touristique. Hein. C'est impressionnant. Hein. Oui, c'est notre plus grande richesse. Imagine-toi que dans 20 km de côte, il y a 3600 hôtels. Waouh, pas facile de trouver sa place. Hein. Il y a des moments que c'est très difficile, mais c'est vrai aussi que c'est quelque chose d'unique. Tu as vraiment voulu garder l'hôtel dans son jus, années 60, années 70? Oui, bien sûr. Mais il y a des choses que je trouve être quand même importantes. Par exemple, je sais pas, la lumière là, c'est cartel, c'était du dessin des designers des années 60. Alors, Sophie, bien que je te fais voir le reste de la famille qui sont en cuisine, les bandits là. Les bandits, t'as dit? Ah oui, ils sont des bandits, hein. Ça sent bon. On commence par la maman. Je vous embrasse. Oui. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Ah bon? Papa, je te présente Sophie. Bon, on s'embrasse, tant pis. Ciao, bella. On prépare, hein. Et moi, je les surveille, je les contrôle. Ah, tu vas te régaler. Tu vas te régaler. Mais dis-moi alors, ce sont tes parents ou les parents de ton mari qui se sont installés ici en premier? C'est les parents à lui qui se sont installés. Ce sont tes parents, d'accord. Donc c'est ton papa qui a créé tout ça? Oui, nel 50. Mais dans les années 50,
Ils ont émigré en France pour des raisons économiques. Ils ont donc travaillé 10 ans en France. C'est donc dans les années 60 qu'ils sont revenus ici pour créer cet hôtel. Et ils lui ont donné le nom de Paris pour remercier la France. Et dis-moi, il est bien maintenant, le Bambini, là, le petit, ici, là hein? Il est brave, il est brave. C'est le numéro 1. Voir ma copine, qu'elle fait exactement qu'est-ce que faisait ma grand-mère dans les années, dans la même cuisine, et ben c'est quelque chose d'énorme. Ah, c'est émouvant, hein? Ah oui. C'est émouvant. Elle est toujours là, hein, ta grand-mère? Oui, hein? elle est toujours là. Ouais. Alors voilà les fameuses plages de Rimini. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a pas mal de transats quand même. Oui, seulement dans cette plage, il y en a au moins 400 parasols. Donc 400 parasols, les transats, ils sont deux pour parasol. Imagine-toi les gens qu'il y a dessous. Exactement. Mais ce sont des plages privées. Oui, c'est des plages privées. Mais il y a combien de kilomètres de plage et donc combien de kilomètres de plage privée? Moi, je vais considérer la chose environ comme 16-17 kilomètres de plage privée. Hein. Le nombre qu'on fait là, c'est incroyable. On est au Borgo San Giuliano. C'est un petit bourg qui appartient à la figure de Federico Fellini. Le grand Fellini, il est né ici. Le grand Fellini d'un petit bourg. D'accord. Fellini, il a dessiné les gens de sa terre de la manière meilleure. Dans le grand film à Marcord, c'est un témoignage des légendes de Rimini et de l'esprit de ces gens-là. Alors, je vais te présenter une dame et on espère bien... Elle est là? Ah oui. Salve. Salve. Qu'est-ce que c'est le livre que vous avez dans les mains là? C'est un livre qui raconte l'histoire du quartier de Fellini. Les enfants, les gens, les maisons. Tout le monde s'arrête ici, parce que c'est le quartier de Fellini. Moi, je suis une amoureuse de Fellini. C'est la figure patriarcale de la ville. Tu as compris? Tiens. Grazie mille, c'est vraiment adorable. Au revoir, madame. Ci vediamo sui mattini, sempre così. Ciao, grazie. Au revoir, les enfants. Salve. C'est avec grand plaisir que je te fais voir mon pays. Là, c'est ton village en plus. Oui, c'est mon village. C'est Sant'Arcangelo. Bon, c'est mon village. C'est le village où c'est né ma famille. Les gens ne viennent pas avoir des coins qui restent cachés parce qu'ils font seulement la plage, les parasols. C'est dommage. Et oui, alors qu'il y a des petits trésors à visiter, hein, comme ici. Et là, Sophie, tu vois bien, c'est clair, comme c'est fait ma vallée. Là-bas, il y a Rimini, la mer. Là-bas, c'est la République de San Marino. Bah, c'est plus tout à fait l'Italie. Voilà, Sophie, c'est des papillons. C'est un poète qui est né ici. Il écrivait les sceneggiatura pour Federico Fellini. Ah, ouais. Il était scénariste? Voilà, exactement. Et lui, quand il était déporté à Dachau, il se retrouvait avec une papillon dans les mains. Il ne savait même pas s'il la manger par la faim ou la libérer. Mais il a trouvé l'esprit de la liberté. Il l'a libéré. Et ça, c'est devenu le symbole de notre village et le symbole de la liberté pour nous. Ça va les filles, tout va bien? Vous n'avez besoin de rien, vous êtes sûr, hein? Tout se passe comme vous voulez? Est-ce que la température vous convient? Je peux monter un peu le thermostat si vous préférez. Je te mets dans les mains de le chef de la plage. Le chef de la plage. Grand copain, Stefano. Hein? Très bien. Ciao, bien arrivé la mer. Ça va bien? Ça va bien? Ciao. Oui, c'est le vrai bagnino. Diego, je vais t'embrasser très 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 fort. Parce que c'était un grand honneur pour on moi. va partager, hein. T'embrasses bien tes parents et tout le monde, hein, toute la famille. Merci de corps. Hein? Vraiment merci. Eccomi qua. Et voilà. Service rapide. Oui, oui. Grazie, on a grazie beaucoup mille. de boulot aujourd'hui, alors il faut, aller vite. Aller vite. Ouais, bah j'imagine que t'as pas le temps de prendre un verre avec moi. Ah, sarebbe bellissimo, ma Mais il faut qu'on travaille la saison, alors il faut la saison. Allez, allez. Allez, allez, il faut aller vite. Tramonto. Profite. Ciao. Ciao.
Stefano règne en maître sur ce petit territoire de sable chaud, délimité par les parasols bleu ciel. Stefano est ce qu'on appelle un bagnino. C'est un personnage incontournable des plages de Rimini. C'est lui qui accueille les vacanciers et leur fournit les indispensables transats et parasols. André, tu peux accompagner ces messieurs-dames à l'emplacement H21? Tout est déjà prêt. Les clients payent pour les parasols et les transats et ça leur donne accès à tous les services de la plage. Les douches, les jeux pour enfants, les animations. Évidemment, les emplacements les plus proches de la mer sont plus chers que ceux qui sont en retrait. En Italie, il est possible d'acheter une plage et d'en devenir le propriétaire. C'est ce qu'a fait Stefano il y a une dizaine d'années, en acquérant cette parcelle de littoral qu'il gère comme une entreprise. Mes parents ont fait carrière dans le tourisme. Alors moi aussi, j'ai voulu faire pareil. Et comme j'ai une grande passion pour la mer, j'ai concilié les deux en investissant dans un établissement balnéaire. Chaque plage a une ambiance particulière qui correspond à son propriétaire. Ça commence par le choix des couleurs des parasols. Les couleurs criardes, ça met les gens dans un état d'agitation. Alors moi, j'ai choisi des couleurs pastel. C'est apaisant, c'est mieux pour se détendre. Ciao bello. Grande. Salut chef. Alla prossima. Ciao Frank. Fai il bravo, eh? Alla prossima. Sappiamo. Bonne soirée. À partir de 18h, les plagistes commencent à quitter les lieux. C'est la fin de service. Mais pour Stefano, pas question de rentrer chez lui, car la plage, c'est un peu comme sa maison. Et ce soir, il a invité des amis pour un apéritif, les pieds dans le sable. C'est le moment le plus agréable de la journée. Après une chaude après-midi comme ça, quand tu as fini de travailler, c'est le début de la soirée. Il n'y a plus aucune contrainte et tu peux te laisser aller tranquillement. Rimini, c'est une ville touristique. Alors quand on habite ici, on a un peu la pression d'être en vacances toute l'année. Et moi, ça me plaît de vivre comme ça. Je peux faire la fête et me détendre. Pour ce qui est de faire la fête, les habitants de Rimini sont même considérés comme des experts extrêmement qualifiés. Et les soirées qu'ils organisent peuvent prendre des dimensions gigantesques, attirant les fêtards par dizaines de milliers. C'est le cas chaque été sur le port de Rimini, à l'occasion de la fête de la sardine, où les pêcheurs locaux viennent cuisiner des spécialités locales au son de la musique techno. Autrefois, les petites sardines, c'était vraiment le plat du pauvre. Pour les gens qui n'avaient pas trop d'argent. Et aujourd'hui, tout le monde veut en goûter. Ça attire plein de gens ici, c'est un beau rassemblement. Il y a de l'amitié, les jeunes s'amusent, c'est super. Pendant toute la nuit, les bateaux de pêche vont être reconvertis en immenses scènes flottantes où vont se relayer près d'une centaine de DJ. Une grande fête techno que personne ne veut rater. Surtout pas Stefano, le bagnino, qui a même abandonné sa plage pour l'occasion. À Rimini, on sait faire de grandes fêtes. Et quand on organise quelque chose, tout le monde rapplique immédiatement. Bien sûr, il y a d'autres fêtes ailleurs dans le monde. Mais quand ça se passe ici, c'est toujours un truc de fou. C'est les plus belles fêtes au monde. Mais je ne suis pas objectif.
Avec des kilomètres de plage et une armada de joyeux fêtards, Rimini est naturellement devenu l'un des hauts lieux des soirées italiennes. Un temple de la fête dont les décibels se font entendre dans le monde entier. J'ai commencé mon voyage aux 5 Terres, ces villages suspendus au-dessus de la Méditerranée. J'ai goûté au plaisir de la gastronomie italienne. Mais c'est à Florence que je vais finir mon voyage et vous faire partager un moment unique, le calcio storico, une plongée au cœur de ce sport venu d'un autre temps. Mais avant cela, direction Ravenne, où je vais vous faire découvrir de très belles mosaïques. In 200 metri, ciao ciao Rimini. Non dimenticate di osservare la strada. Bus sono arrivati a destinazione. Ciao. Ciao, ça va? C'est charmant. Ici, c'est mignon comme tout. Ça va et toi? Bienvenue à Ravenne. Comment on appelle les habitants de Ravenne? On les appelle les Ravennati. Et je suis une vraie Ravennati. Je suis née ici. J'ai fréquenté les fameuses écoles de mosaïque de Ravenne. Et maintenant, je travaille ici. Et les mosaïques de Ravenne sont si belles que si tu veux, je peux t'emmener voir mes préférées. Ah bah avec grand plaisir, c'est très gentil, ouais. Piazza del Popolo, la place du peuple. Oui, c'est la plus grande place de la ville. Et là, c'est la mairie. D'accord. Avant de t'emmener voir l'église, j'aimerais te montrer une mosaïque à laquelle j'ai participé il y a quelques années, en 2000. Ah oui, de loin, je reconnaissais pas que c'était de la mosaïque. Cet imperméable est un vrai imperméable, que l'on a trempé dans une résine de verre et puis on l'a mis en place. Il s'est rigidifié petit à petit quand la résine a pris. Et les jours suivants, on a déposé les tesselles. Les tesselles, c'est les petits bouts de mosaïque. Poser des mosaïques sur le manteau, c'est drôle ça. L'effet est réussi. Sophie, ici c'est la basilique San Vitale. Et derrière nous, c'est le mausolée de Galla Placidia, où se trouvent les plus belles mosaïques de Ravenne. Avec une construction extérieure en briques assez classique finalement. Oui, c'est vrai. En fait, dans la religion chrétienne, l'extérieur n'est qu'une enveloppe comme l'enveloppe corporelle. Donc tout ce qui est à l'intérieur symbolise l'âme et a plus de valeur. Et tu vas voir ça à l'intérieur du mausolée. Il renferme un véritable trésor. Ferme tes yeux. Ok. Tu peux regarder, Sophie. Oh, mais c'est magnifique. Il est entièrement recouvert de mosaïques. Dans quelles circonstances, toi, tu les avais découvertes pour la première fois? Je suis venue ici la première fois à l'âge de 7 ans, en sortie avec mon école. Pour moi, ça a été une révélation. Je ne m'attendais pas à une telle richesse, une telle décoration, aussi belle et lumineuse. C'est à ce moment-là qu'est née ma passion pour la mosaïque. Alors, quel type de mosaïque c'est exactement? Toutes les mosaïques que tu vois sont faites de verre et d'or. La majeure partie de ces mosaïques est d'origine. Elles sont si bien conservées malgré les siècles. Elles ont plus de 1500 ans, parce qu'elles étaient tout simplement bien faites.
Sophie, bienvenue dans mon atelier. Et voilà mon mari. Comment ça va? Je te dérange pas là, hein? T'es en pleine création. Quels sont tes sujets de prédilection? En ce moment, je travaille sur le thème de l'immigration. Ah oui, ça c'est un sujet grave et important. Comment tu arrives à le transcender, à en parler à travers tes œuvres? Ce n'est pas facile, mais mon art est très descriptif. Donc avec très peu de mosaïques, j'arrive à représenter une action et un mouvement. Nous, on va faire une mosaïque avec la technique ancienne. D'accord. Ah bah c'est un peu comme une recette de cuisine en fait, t'as préparé tous les ingrédients. Oui, c'est ça. Tout y est. On utilise un marteau comme celui-ci. C'est le même ustensile qu'on utilisait il y a 2000 ans. 2000 anni fa. On met le morceau bien au milieu et avec un petit coup de marteau, on le coupe en deux. Il faut que le geste soit très précis, hein? Ouais, très précis. On va reproduire une étoile qu'on a vue au mausolée. À l'Antiquité, ils faisaient pareil, mais directement sur le mur. On peut commencer à placer les tesselles en les enfonçant légèrement. On peut les retailler légèrement aussi. Et alors, pour être une bonne mosaïste, quelles sont les qualités requises? La première chose, absolument la passion. Et puis la constance, la patience et beaucoup, beaucoup de pratique. Et voilà, c'est fini. Bravissima. Grazie, grazie mille. Ah ben voilà, je suis fière de moi. Fantastique. Bon allez, maintenant je vais reprendre la route de Florence. Alors pour toute autre chose, figure-toi que je vais assister à du calcio storico. Tu es sérieuse? Ça va être une autre atmosphère, fais attention à toi. Je passe d'un monde à l'autre, moi je suis comme ça. Merci, grazie mille, grazie mille. De rien, c'était un plaisir. Bonsoir. Avec des timbres pour la France? Si. Est-ce que vous savez, monsieur, où est le quartier Santo Spirito? Oui, le calcio storico, la finale demain, c'est par là. Tu dois descendre par ici, jusqu'au Palazzo Ferragamo. Ensuite, c'est tout droit et tu tomberas sur Santo Spirito. D'accord, je vois. Grazie mille. De rien, très cher. Ah, ils sont là. Quel accueil! Je suis venue pour voir du calcio storico. Demain, tu vas en voir, hein. Mais tu viens pas habillé comme ça. Demain, tu viens habillé de cette couleur. Ah, en blanc? Parce que le bleu, c'est l'autre équipe? C'est l'autre équipe. Oh pardon, oh la boulette, oh la boulette. Excuse-moi, excuse-moi. Je suis désolée, promis, demain je mets du blanc. Ici en Italie, le foot, c'est sacré. Le calcio storico, c'est particulier. Le calcio storico, c'est très différent du foot.
C'est un mélange de catch, de boxe, de rugby et de foot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les coups sont permis? On ne peut pas tout faire. Il y a quand même des règles. On ne frappe pas l'adversaire à terre et on ne peut pas frapper l'adversaire de dos. Donc là, t'as le sourire. Demain, peut-être, tu auras le regard un peu plus dur, hein, sûrement. Ouais. Oui, comme ça. Donc moi, je profite de ton sourire, alors. Pour les Blancs! Salut champion. C'est vous les plus forts. Ici, c'est notre terrain d'entraînement. Ça fait 4 mois qu'on s'entraîne dur. On vient ici 3 ou 4 fois par semaine. On y passe beaucoup de temps. On mange ensemble, on discute, on passe de bons moments. Allez, je vais me changer. Le calcio storico est un sport florentin inventé à la Renaissance et qui n'existe nulle part ailleurs. Un sport très violent, héritier des jeux du cirque, avec des combattants qui s'inspirent des gladiateurs de l'Antiquité. Allez, on se dépêche. En italien, calcio storico signifie le football historique. Il y a bien un ballon, mais pour le reste, les règles s'apparentent plutôt à un mélange de rugby et de sport de combat. En première ligne, les joueurs les plus costauds, et presque tous les coups sont permis. On applique les règles de la chevalerie, c'est-à-dire que tu ne dois pas frapper un homme à terre et ne pas attaquer par derrière. Dans ce jeu, il faut y aller à l'instinct, car tout va très vite pendant la partie. Pour moi, c'est le plus beau sport du monde. L'équipe des Blancs se prépare pour la finale du grand tournoi annuel de Florence. Ils vont devoir affronter l'équipe du quartier de Santa Croce, leur rival historique. Vous devez leur fermer leur petit clapet. Pendant 50 minutes, vous n'allez rien lâcher. Vous êtes les plus forts. Rentrez bien ça dans vos petites têtes. Vous êtes des guerriers, c'est vous les plus forts. Ne vous laissez pas impressionner, parce qu'en face, ils ont peur autant que nous. Et une chose très importante aussi, pour les écraser, il faut d'abord les humilier. À Florence, chaque quartier possède son équipe de calcio storico. L'équipe des Blancs, les Bianchi, est implantée à Santo Spirito, un quartier qui a pour emblème la colombe blanche. Fabrizio, qui a toujours vécu ici, l'a même fait tatouer sur sa peau car son attachement au quartier est viscéral. Le quartier de Santo Spirito, c'est le dernier quartier populaire de Florence où vivent encore des vrais habitants. Moi, quand j'étais gamin, je jouais au foot sur cette place. On se jetait dans la fontaine. On essayait d'attraper les poissons. Ici, je connais tout le monde. C'est comme un petit village. Bonjour, ça va? Voilà, c'est 4 €. Merci. Allez, on y va. Personne ne peut l'arrêter, Fabrizio. C'est un joueur très rapide et il est très fort. Moi, je soutiens les Blancs. Allez les Blancs, je leur serai toujours fidèle. En plein cœur du quartier, dissimulé au fond d'une impasse, ce petit restaurant est géré par Fabrizio depuis une dizaine d'années. Prenez la table du fond là-bas. Son établissement n'est fréquenté que par des gens du quartier. Et il est devenu un lieu de rendez-vous pour les adeptes du calcio storico. Lui, c'est Luciano Raddi. C'était l'ancien propriétaire du restaurant. Il était champion de boxe en poids moyen.
Il a joué dans notre équipe pendant des années et il nous a rapporté beaucoup de victoires. Et là, c'est la victoire de 2012. C'est la photo de la célébration. Cela faisait 31 ans qu'on perdait le tournoi. Mais en 2012, on s'est remis à gagner. Demain, c'est la finale et on va gagner. Ce sport, c'est une expérience qui te fait grandir en tant que personne. Ça t'apprend plein de choses sur toi-même. Tu te confrontes à tes propres peurs. Tu ressens des émotions extrêmes. Le calcio storico, c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas nos traditions. Mais nous, on baigne dedans depuis notre naissance. Depuis qu'il pratique le calcio storico, Fabrizio doit conjuguer son entraînement au combat et ses obligations de bon père de famille. Ah, tout le monde est là. Salut mon amour. Que tu es beau comme ça. Voici ma femme, Laura. Bonjour. Et mes deux enfants. Nicolas qui a 8 ans et Giulio 2 ans. Et puis le troisième qui est en route. Je crois qu'on va gagner demain, mais ça va être très dur. Ça s'annonce difficile. Mais t'es pas obligé de regarder. Moi, je ne veux pas voir ça. Je respecte sa passion, mais je dois avouer que ça me fait très peur. Ça m'inquiète et je suis très tendue. Mais bon, je dois m'incliner devant une telle passion. Ça ne serait pas juste de l'en empêcher. Alors voilà, c'est comme ça. Dernier moment de calme avant la tempête. Fabrizio savoure ses instants en famille, car demain, c'est dans l'arène qu'il devra prouver sa valeur. C'est en train de monter dans les rues de Florence. Oui, c'est vrai. Et tu connais tout le monde, toi, ici? Je fais un peu partie de l'histoire du calcio storico. J'ai joué pendant 30 ans. D'accord. J'étais attaquant. Un avant avec des gros bras. Ah ouais? Les gens disent que je suis une légende du calcio. Ah, je suis avec une star, alors. Eh ouais. C'est ce qu'on dit. Ciao. Ciao, Sophie. Salut. Et t'as pris beaucoup de coups? Pas tout le temps. Et t'as pas l'air d'avoir trop de cicatrices, hein, ça va? Tu vois cet œil? Une fois, il s'est retrouvé là. Arrête! Oh. Et je l'avais dans la main. Et ça te manque pas trop d'être sur le terrain et d'être plutôt du côté des supporters? Si, j'aurais voulu être sur le terrain. Mais j'ai préféré laisser ma place à mon fils. Ah ouais, donc il y a de la relève qui est assurée. C'est un grand joueur, mon fils. Ouais, c'est vrai. Alors, on serre la main des Bleus. Salut les Bleus. Ciao, ciao. Allez, petit. C'est mon fils, là. Ah, voilà ton fils. Et voilà, c'est l'heure de la finale entre les Blancs et les Bleus. N'oubliez pas qu'on est une équipe, et une équipe qui va à la victoire. On y va, les gars.
Santo Spirito. Voilà l'équipe des Blancs. On peut voir que la tension est très forte. Là, ils sont en train de s'échauffer. T'as plus peur pour ton fils que tu avais peur pour toi quand tu étais sur le terrain. T'as peur. Oui, bien sûr. Moi, je serais capable d'escalader et d'aller sur le terrain. Si on lui fait mal? Ouais, c'est normal. Nous sommes ensemble pour suivre cette finale qui sera certainement très serrée entre ces deux équipes. Ça y est, c'est parti. La balle est du côté des Bleus. C'est un moment important de la possession du ballon. La balle est blanche. Il tire et but. Premier but des Blancs. Bon bah, des Blancs marqués là. Eh sì, però non l'ha tirata forte. Tanto ancora due calcianti. Qui se mettent. Quasi al ventesimo. Quasi al ventesimo sarebbe dura, senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Bianca che ha cercato di andare al recupero del pallone. Un très joli passe, il y a une ouverture. Attention les Bleus sur la gauche et but. But des Bleus, 2-1. C'est un très beau match. Là, c'est bien entre la lutte, la boxe, le rugby, le foot. Ouais, un peu tout ça, quoi. Et la bagarre entre garçons. Si confermano quindi campioni, così come accade l'anno scorso. Ancora possesso palla. Possibilità con i bianchi ancora. Attenzione. Attenzione. Prova. Preferisce lasciare al calciatore. Attenzione. Attenzione. Et but. Voilà quelle finale. C'est fini, les Blancs de Santo Spirito ont gagné. C'est magnifique. Tu l'as pas vu? Tu es inquiète? Oui, j'aimerais bien le voir là. Et ça s'est bien passé? Ils ont gagné? Je n'ai pas regardé le match. Tu l'as pas vu? Bon, ils ont gagné, ça s'est bien passé, tout va bien. Voilà, j'ai quitté la ferveur de l'arène et de cette ambiance de gladiateur pour faire un petit au revoir au Ponto Vecchio qui est juste derrière moi et vous dire au revoir par la même occasion. J'espère que ce match de Calcio Storico vous aura plu. Bon, tout à fait, entre nous, c'est un petit peu trop violent pour moi, hein, mais vu l'ambiance, ça a plu aux tifosi, c'est l'essentiel. À vous, j'espère que ces échappées belles vous auront plu entre la Ligurie, l'Émilie-Romagne et la Toscane. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Ciao!